Bonjour Anna Cazenave-Cambé, bienvenue ici à la 48e édition du Poitiers Film Festival. On est au Zinc en ce moment même puisque c'est un peu le QG du festival. Ça fait des années qu'on vient ici pour boire un peu des verres entre cinéastes, organisateurs, presse. Ça nous tenait à cœur de aussi venir dans ces endroits qu'on aime beaucoup à Poitiers, qui sont aussi très importants. Anna, c'est pas la première fois que tu viens au Poitiers Film Festival. Tu étais venue présenter un de tes court-métrage de la Fémis. Est-ce que tu peux nous raconter ta relation que tu as avec le festival ? Bah ouais, avec plaisir. Moi, je suis très contente d'être ici et puis de revenir à Poitiers. J'ai eu l'occasion de venir plusieurs fois, effectivement pour présenter mon tout premier court. Et puis ensuite, j'ai été jury pour les courts-métrages. J'ai une histoire particulière avec le festival et notamment une dont je parlerai ce soir aussi pour présenter le film. Mais en fait, j'ai rencontré il y a 5 ans ici quelqu'un qui était en résidence, qui présentait un travail ici et qui se trouve être devenu un de mes meilleurs amis, si ce n'est mon frère, wow. Et qui joue dans mon film et qui va voir ce soir ici le film pour la première fois. Wow. Donc il y a un truc comme ça de la boucle est bouclée de ce que m'a offert le festival. Donc je suis ravie. C'est rigolo parce que cette année, pour cette édition, à chaque fois il y a un cycle thématique. Ouais. Cette année c'est Faire famille, ouais. Donc ça correspond aussi hyper bien à l'ambiance du festival, de ces rencontres qui restent après des amis. Oui, et puis vraiment pour le coup nous on a fait famille, c'est-à-dire je connais sa famille, il connaît la mienne, et aujourd'hui nos partenaires, nos compagnons sont proches, nos enfants, donc voilà, et tout ça c'est fait sur une table juste au bout au Zinc, donc vraiment c'est très chouette, c'est joyeux d'être là, quoi. Donc on a bien choisi le lieu aussi pour t'interviewer. Parfait. Génial. Parfait. Donc toi tu viens présenter ton deuxième long métrage qui s'appelle Love Me Tender, qu'on a adoré avec Quartier Libre. Franchement bravo, il est vraiment incroyable. Avant de parler du film, on va parler un petit peu de ton parcours. Est-ce que tu peux revenir sur ta carrière, tes différents diplômes, puisque tu as commencé par la photo et ensuite tu es allé à la Fémis, et c'est quoi un peu cet amour, cette envie de mettre en image tout ce que tu vois ? Moi je viens du sud-ouest, d'une très petite ville du sud-ouest, et ça, je pense que le cinéma ça me paraissait très très loin, j'étais déjà loin de Paris d'un point de vue kilométrique, mais aussi loin de ce milieu-là et de la culture, et en tout cas de la culture telle qu'elle est accessible dans une ville comme Paris et puis dans les grandes villes françaises. Et donc moi je pense que j'ai mis du temps à m'autoriser, même à y penser, ce qui fait qu'après le bac je suis allée dans une école, j'ai fait une école photo à Toulouse qui s'appelle le TPA, où j'ai vécu parmi mes meilleures années. C'était vraiment très joyeux, et puis c'est un médium, la photographie, qui a été et qui est toujours au centre de ma vie. Et puis je pense que c'est là que j'ai commencé à travailler mon rapport au cadre et un rapport à l'image peut-être plus poussé que si j'étais pas passée par là. Mais il se trouve que avant de faire cette école photo, en fait, à partir du moment où j'ai su écrire un peu, lire, écrire, moi j'ai toujours raconté des histoires. Et donc, je crois qu'il y a eu comme ça un chemin qui a été un peu long avant de m'autoriser à penser faire du cinéma, mais finalement, c'était le moyen pour moi de mettre en lien l'image et les mots. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée à tenter le concours de la Fémis sans trop savoir ce qu'était la Fémis. Et je pense que c'est ce qui m'a permis de réussir le concours, en fait, de rentrer dans cette école. Donc voilà, ça a été un chemin un peu long, mais finalement, ça a été un chemin long aussi parce que j'ai pas grandi à Paris. Et l'accès au cinéma pour des personnes qui sont pas de très grandes villes ou qui n'ont pas comme ça dans leur famille des gens qui font partie de ce réseau, il est plus long, il peut être plus dur aussi. Donc voilà, il m'a fallu quelques chemins de traverse. J'ai lu, surtout écouté dans une interview sur YouTube, que tu disais qu'au début, au tout début de la formation, tu as eu un peu de mal à trouver ta place. Au final, je crois que tu as bien fait de continuer. Pourquoi tu as eu du mal à trouver cette place au début, et aujourd'hui, où est-ce que tu te situes dans le monde du cinéma ? Je pense que j'avais une forme de complexe et que j'avais un problème de légitimité. Je pense que là encore, j'étais entourée dans ma promo de gens qui avaient fait des très grandes prépas, déjà des grands lycées, en fait. Quand on arrive à Paris dans une haute école, quelle qu'elle soit, on est entouré de gens qui, depuis qu'ils sont tout petits, en fait, sont dans des structures publiques, mais des structures qui ont un niveau particulier, et ils sont très conscients aussi d'être dans ce type de cursus-là. Et donc quand on se retrouve en études supérieures, on part pas du même endroit.
Moi, je l'ai raconté quelques fois, mais je le dis souvent pour déculpabiliser, parce que je pense aux jeunes qui auraient envie de faire ça. Mais moi, mes premiers cours à la FEMIS, je prenais le nom des réalisateurs en phonétique et je les écrivais dans mes carnets en me disant ce soir, il faut que je retrouve de qui on parle, notamment pour les réalisateurs asiatiques. Parfois, je l'ai jamais retrouvé. Et quelques années plus tard, je suis là, Saoutienne, c'est ça. Je pense que j'ai mis du temps comme ça à trouver ma place, à m'autoriser à penser que j'en avais une. Mais après ça s'est plutôt bien passé quoi, mais il fallait trouver un peu de confiance quoi. Tu disais tout à l'heure que tu as produit 2 courts-métrages, Gabber-Lover en 2016 qui a d'ailleurs reçu pas mal de récompenses et Iemanjá, ça se dit comme ça? Iemanjá. Ouais. Ça vient d'où ce mot? Iemanjá, c'est une déesse du syncrétisme brésilien notamment, qu'on retrouve un peu dans plusieurs endroits en Amérique latine, et c'est la déesse des océans. C'est un court-métrage que j'ai écrit après avoir passé 2 mois à Buenos Aires où j'ai vécu pour un échange avec une école de cinéma là-bas. Et c'est une déesse qui me parlait beaucoup, et le court-métrage qui s'appelle Iemanjá Cœur Océan, que je tourne sur la côte landaise dans le sud-ouest, donc chez moi. C'est un cours qui parle de 2 jeunes garçons, des ados qui cherchent à faire le deuil d'une histoire qu'ils ont en commun. Et j'aimais l'idée de ramener cette déesse de l'autre côté de l'océan jusque sur mes terres à moi, quoi, qui sont les Landes et la côte du sud-ouest. Et parce qu'on a tous un rapport à cet océan par là-bas qui est très fort et souvent très puissant, enfin très intime aussi. Et j'aimais le fait d'avoir trouvé une déesse qui me parle venant de si loin, en fait. Ouais. Après ces 2 courts-métrages, en 2021, tu as sorti ton premier long qui s'appelle De l'or pour les chiens. Et là, dans quelques jours, le 10 décembre prochain, sort ton 2e long, Love Me Tender. Moi, j'avais envie de te demander comment s'est déroulé le passage du court au long métrage, parce que sur le Poitiers Film Festival, c'est aussi un festival qui accompagne les jeunes réalisateurs, les jeunes cinéastes. Pour toi, comment s'est passé un peu ce passage du court au long? C'est toujours un peu délicat, surtout quand des gens viennent me voir qui sont des réalisateurs, des réalisatrices de courts-métrages pour me parler de ce moment-là, parce qu'en fait, moi, j'ai eu beaucoup de chance, parce que, en fait, mon court-métrage de 3e année à l'école, donc l'école que j'ai faite, c'est sur 4 ans, mon court-métrage de 3e année était à la Ciné-Fondation à Cannes, ce qui fait que, à partir de là, il y a eu un peu de lumière sur moi, déjà, dès ma 3e année, ce qui fait qu'en 4e, j'avais déjà des producteurs et des productrices qui s'intéressaient à mon travail. Et quand je suis sortie de la FEMIS en fin 2017, j'étais déjà en train de m'engager auprès de mon producteur de mon premier long, Charles Gilibert, donc CG Cinéma, avec qui, dès que j'ai été sortie, en fait, je me suis engagée dans une écriture d'un long métrage qui, par ailleurs, avait été amorcé pour mon diplôme. Donc c'est allé très vite, en fait. Et donc, entre le moment où je commence à travailler avec Charles et le moment où on tourne, il doit y avoir 3 ans. Et on est sélectionné à la Semaine de la Critique en 2020. Bon, après, c'est cette année cette année et demie atroce de fermeture des cinémas, etc. Mais c'est vrai que ça m'a permis de faire un long métrage relativement très vite par rapport à beaucoup de gens, y compris les gens qui sortent des écoles. Donc c'est un peu particulier. Et après, pour ce qui est de la sensation, de l'enjeu autour du long métrage, il y a 2 choses. Mon premier long, on l'a tourné ce qu'on appelle hors annexe, c'est-à-dire avec un budget vraiment très très limité. On l'a tourné en toute petite équipe, dans le sud-ouest, avec des gens qui passaient à la technique, tous du court-métrage au long-métrage, qui devenaient tous chefs de poste pour la première fois, etc. Cette équipe, c'est les gens qui sont encore mon équipe sur mon 2e long-métrage. Donc moi j'ai l'impression de grandir avec eux. Donc c'était une joie absolue, même si c'était beaucoup de débrouillardise. Moi j'ai des souvenirs très très vifs et très heureux de ce premier long. Ce qui fait aussi que j'avais pas le manque de moyens faisait aussi que j'avais pas l'impression de passer à quelque chose de si énorme que ça, puisque finalement on a tourné je veux pas dire de bêtises, je sais plus si c'est 4 ou 5 semaines, mais c'est 5 semaines grand max, et c'était un peu tout chousse. Donc c'était comme tourner un court-métrage, mais 5 fois, quoi. Enfin, il y avait un truc un peu plus long. Un peu plus long, qui demande un peu d'énergie, d'endurance, en fait. Voilà.
Et l'équipe pour Love Me Tender est toujours la même. Ouais. Et vous avez senti une évolution entre le premier et le deuxième long? Le premier jour, je suis arrivée sur le plateau, je les ai vus mettre en place, je les retrouvais, quoi. Certains, la plupart, je les avais revus entre temps. On s'était revus souvent quand on était, voilà, mais en général, je les avais revus. Mais là, de les voir travailler, j'ai eu un petit coup de chaud, quoi. Je me suis dit, oh waouh, eux, on continue à faire des films, et moi, j'ai écrit. Et ils m'ont impressionnée, quoi. Mais après, ils m'ont impressionnée tout le long du film. Enfin, j'avais des moments vraiment où je m'arrêtais pour les regarder et me dire que j'avais trop de chance, quoi. Ils ont musclé leur jeu. Enfin, ils ont fait plein de films entre-temps et ils ont appris plein de choses. Et c'est une position particulière, la position de metteur en scène pour ça, parce qu'on fait moins de films qu'eux. Donc, assez vite, on se rend compte de tout ce qu'ils savent, quoi, de leur savoir, quoi. Et en l'occurrence, moi, je suis entourée de gens très talentueux. En même temps, toi, de ton côté, t'as musclé l'écriture, finalement. Oui, mais ça se voit moins, on a moins les machines, quoi. Ouais. Mais du coup, ça fait que t'apprends beaucoup de choses quand t'arrives sur les tournages. Ouais, j'apprends beaucoup de choses. J'ai la chance d'avoir... je pense qu'on a réussi à monter une équipe à tous les postes où on est dans une forme, je dirais pas d'horizontalité parce que c'est jamais vrai au cinéma, parce que c'est très hiérarchisé un plateau de cinéma. Mais quand même, j'ai l'impression qu'on peut tous se parler, et en tout cas moi, ils me permettent tout le temps de tout apprendre, quoi. Et puis leurs avis, leurs conseils me sont très précieux à tous les postes. C'est-à-dire, c'est pas rare que j'aille demander à un tel ou une telle son avis sur un truc qui se passe, y compris quand c'est des postes qui sont soi-disant loin de la mise en scène. Je crois qu'aucun poste n'est loin de la mise en scène, en fait, sur un tournage. Alors, on va parler de Love Me Tender. Donc, ça raconte l'histoire de Clémence qui annonce à son ex-mari qu'elle a des aventures avec des femmes, des histoires d'amour avec des femmes. Il lui retire la garde de leur fils et après s'en suivra toute une lutte, tout un combat pour rester à la fois mère, femme, mais aussi libre. Je trouve que pour moi c'est un film complètement politique et d'ailleurs ça fait beaucoup écho à tous tes films en fait qui sont toujours engagés. Tu travailles beaucoup sur les questions LGBT, parfois sur des questions aussi d'identité. Pour toi, le cinéma c'est un outil d'émancipation? Pour moi c'est une façon de parler à un public un peu large, c'est-à-dire en fait, quand j'ai commencé par faire de la photo, je me suis vite rendu compte que la photo d'art, en tout cas, et la photo de mode encore plus, s'adressait à un milieu extrêmement fermé et à un milieu qui a de fait beaucoup d'argent. C'est-à-dire que à partir du moment où ces photos sont en galerie, les gens qui entrent dans les galeries, c'est pas n'importe qui. Et avant d'atteindre l'exposition en musée, c'est encore autre chose. Et là encore, c'est segmenté finalement à des grandes villes. Je pense que ce qui m'attirait dans le cinéma, en premier lieu, c'était la possibilité de parler à plus de gens. Aussi parce que moi, j'avais la chance d'avoir des parents qui avaient Canal+ quand j'étais enfant, donc je voyais plein de films et on avait un petit cinéma qui existe toujours le Margot à Nérac, je les embrasse, et où je pouvais aller voir des films et où mes parents m'amenaient voir des films d'auteurs. Et c'était vraiment une percée dans un monde très agricole, très sur une culture locale en tout cas, mais très peu ouvert à une culture plus, je sais pas comment la qualifier, mais en tout cas plus artistique. Et ce cinéma faisait une percée là-dedans. Enfin, j'avais accès à des histoires, à des parcours, à des personnages que j'aurais jamais vus sinon. Et moi, j'ai toujours gardé ça en tête. J'ai toujours gardé l'idée qu'on pouvait comme ça avec cet outil aller parler à des gens très loin de nous, très différents. Et Love Me Tender, en fait, je pense que c'est mon premier film vraiment objectivement sur la famille. Je dirais que c'est un film sur la famille avant d'être toute autre chose. Et puis c'est un film sur un personnage de femme que moi j'ai jamais vu encore au cinéma, qui est une femme qui se retrouve contrainte de penser au coût de la liberté pour elle et à ce qu'elle a le droit de s'autoriser même à juste fantasmer en fait. C'est vraiment un film sur ses désirs et ça déjà c'est politique en fait de montrer une femme et puis de montrer une femme qui a plus de 40 ans et qui a des aspirations, des désirs quels qu'ils soient, enfin plus largement que sexuels en fait, juste des désirs. Bon, les personnages féminins au cinéma ils ont jusqu'à 30 ans et puis après ils disparaissent et puis on les retrouve, elles sont grand-mères et puis entre les deux les actrices ont une immense difficulté à travailler parce qu'on n'écrit plus de rôle pour elles. Et ça, je pense que en tant que femme, en tant que très jeune femme notamment, avoir une absence comme ça de référent, c'est problématique en fait, et ça produit comme ça éternellement des sociétés
sont malades à l'endroit de la jeunesse notamment, et qui sont voilà. Donc pour toutes ces raisons, moi quand j'ai rencontré ce personnage, il s'agit de l'adaptation d'un roman. Quand j'ai rencontré ce personnage, je me suis dit tiens, je l'ai jamais vue et j'ai très envie qu'elle existe, quoi. J'ai très envie de la voir au cinéma. On veut la voir animée, quoi. Ouais, exactement, ouais. Tu disais que c'est une adaptation de l'ouvrage de Constance Debré qui s'appelle Love Me Tender, qui est sorti en 2020. Moi, j'avais envie de savoir quel a été ton ressenti à la toute première lecture de ce roman. J'étais nouvellement maman. Je pense que je me posais beaucoup de questions sur cette nouvelle identité de mère. Je me demandais où était la place de l'art dans ma vie à présent que j'avais un enfant, parce que j'avais du mal à trouver de la place concrète, j'avais du mal à trouver de l'espace pour écrire, du temps vraiment. Je sais que je fixais sur ce truc de me dire mais j'écrirai plus jamais parce que j'aurai plus jamais le temps. C'est en partie faux, en partie vrai, hein. Ça change quand même beaucoup de choses sur l'espace qu'on peut allouer à notre métier. Et je me posais aussi des questions sur mon identité. Je me demandais ce que ça faisait de moi. J'avais l'impression que ça me mettait dans une espèce de grande case très hétéro, case de laquelle j'avais essayé de m'échapper toute ma vie, et d'un coup, voilà, tout le monde me remettait à cet endroit comme un truc CQFD, tu te balades avec un bébé dans une poussette, donc tu es une personne hétéronormée. Donc ça me posait plein de questions. Et en fait, quand j'ai lu ce livre, déjà c'est un livre qui m'a fait du bien, et pourtant c'est un livre très dur, assez brutal, qui a une rigueur de langue qui m'a, moi, percutée, quoi. Enfin, je trouve la puissance de la langue de Constance absolument fantastique, et le fait qu'elle s'autorise à travers ce livre à mettre des mots sur ne serait-ce que sur des questionnements, en fait. C'est-à-dire, j'avais pas souvenir comme ça d'avoir lu des mères qui s'autorisaient ce type de questions, sans dire que je m'identifiais à tous les pans du livre, c'est pas vrai. Il y a des choses qui m'ont secouée, il y a des choses avec lesquelles j'étais sans doute en désaccord, mais je sais que je me disais voilà une femme qui pose des mots interdits sur cette histoire de maternité, et ça m'a fait beaucoup de bien. C'est mon premier contact avec le livre. Ouais. C'est la liberté un peu de dire ce qu'on pense tout bas finalement parfois. Oui, absolument. Puis elle ouvre le livre en disant mais c'est quoi cette histoire avec cet amour qui nous tombe dessus et qui devrait être absolu et qui devrait durer toujours sans jamais pouvoir remettre en question cette chose-là qu'est l'amour filial, en disant aussi il n'y a pas d'autre amour que l'on puisse qualifier comme ça d'absolu et quelque part d'obligatoire. Et je trouvais ça intéressant parce que je pense que toutes les femmes aujourd'hui, et on s'autorise à le dire un peu, mais toutes les femmes vivent ce vertige à la naissance de leur premier enfant, en tout cas de quelque chose de donc c'est pour toujours. Et le c'est pour toujours, il peut être très joyeux, mais il est quand même effrayant. Enfin, c'est-à-dire, ça n'empêche pas l'amour, évidemment. Enfin, mais je pense que pouvoir dire aux générations futures, le jour où on se retrouve avec un enfant à la maternité dans les bras et qu'on comprend que c'est pour toujours, c'est normal de paniquer un peu. C'est normal de se dire qu'est-ce qu'on fait de ça? Il n'y a pas d'autre amour qui engage pour toujours, en fait. J'ai pu lire qu'il y a eu une collaboration avec Constance. Quelle forme elle a prise? Est-ce que dès que tu as lu le livre, tu as su que tu allais faire un film et donc tu l'as contactée? Comment elle s'est fait cette collaboration? Non, pas du tout. En fait, moi j'ai lu le livre, j'ai vécu tout ça avec le livre, je l'ai rangé et puis j'ai fait ma vie pendant 2 ans. Et 2 ans après, c'est mes producteurs, Novo Prod Cinéma, qui m'ont proposé l'adaptation du livre. Et j'ai pensé que si le livre revenait dans ma vie comme ça, c'est qu'il fallait le suivre et que c'était un signe, quoi. Mais non, j'avais pas du tout pensé à ça à la lecture, et en fait Constance a été très active sur le choix de qui allait réaliser le film, ce que je comprends 100%. Et une fois qu'on s'est rencontrés, qu'elle avait l'idée que j'allais le faire, elle a tenu une position en fait qui a été idéale pour moi et qui a été une chance. Elle s'est pas approchée du tout du travail d'écriture, elle m'a pas demandé de compte, elle a pas demandé à voir, à lire. Moi je lui ai demandé de lire une version parce que j'en avais besoin moi. Je pense qu'elle l'a fait pour moi. Et puis elle m'a dit mais tout va bien, enfin c'est à toi, c'est à toi maintenant. Et ça moi je m'estime très chanceuse d'avoir vécu ça comme ça, parce que adapter une autofiction d'une histoire quand même relativement récente, douloureuse, collée comme ça à l'auteur ou à l'autrice, je pense que c'est quelque chose d'assez difficile. Donc j'étais ravie d'avoir le champ libre. Est-ce que tu avais imaginé dans ta carrière de cinéaste d'adapter un livre? C'est quand même assez difficile de faire ça au cinéma. Je pense que j'y avais pensé,
que je savais qu'un jour ça m'intéresserait, mais je pensais que c'était pas du tout maintenant. Voilà, jamais j'ai pensé que ce serait un deuxième film, et je trouvais que c'était tôt. C'est quelque chose qui m'a beaucoup questionnée quand on m'a proposé en fait de le faire. Je me disais, est-ce que je suis prête à faire ça? Est-ce que c'est pas trop tôt? Et puis après, moi j'aime bien dans la vie essayer d'accueillir ce qui se présente un peu, quoi, et donc j'ai pensé que c'était assez évident. En fait, j'ai eu besoin aussi de rencontrer Constance, et je pense que quand on s'est rencontrés, il y a quelque chose qui s'est confirmé en moi, voilà. Mais non, c'était tôt, je m'attendais pas à ça, ouais. Mais j'ai adoré cet exercice, j'ai adoré le faire, ouais. Moi, je me suis aussi posé une question. Est-ce que le fait qu'il y ait une voix off à l'intérieur du film, c'est un moyen aussi de rendre hommage à l'ouvrage, au roman ? Ouais, de rendre hommage, mais aussi simplement, moi, ce texte, encore une fois, je le trouve d'une grande intelligence, et stylistiquement, je le trouve admirable. Et j'avais envie qu'on entende, quoi, cette langue, le fait que ce soit si abrupt, si rythmé aussi, c'est quelque chose qui m'intéressait. Et puis c'est un personnage, le personnage de Clémence, c'est un personnage qui est taiseux, ce qui est souvent le cas des personnages dans mes films, mais que je défends aussi à l'endroit du personnage féminin, c'est-à-dire que ça m'intéresse aussi de pouvoir suivre un personnage de femme qui soit pas particulièrement volubile, qui soit pas dans la traduction permanente de ses émotions. Je dis pas que c'est bien ou c'est mal, je dis juste que je pense qu'on l'a beaucoup vu, on a beaucoup vu des femmes très expressives sur leurs émotions, et moi j'ai l'impression qu'autour de moi les femmes sont peut-être souvent plus pudiques en fait, et en tout cas c'est quelque chose qui m'intéresse, et donc c'était un enjeu d'écrire un personnage comme ça féminin qui parle peu de ce qu'elle ressent, et je trouvais intéressant de pouvoir quand même avoir accès d'une manière ou d'une autre, et donc cette voix off elle vient nous renseigner aussi sur ce qu'elle traverse. Et une dernière chose, c'est que pour moi la voix off c'est vraiment un acte de générosité des metteurs en scène. En France ces dernières années on a tendance à en avoir peur, alors que en fait quand on demande aux spectateurs les films importants pour eux, y compris des spectateurs pas très pointus ou très très cinéphiles, ils nous citent des films américains qui sont bourrés de voix off. En fait la voix off c'est une façon pour le metteur en scène de donner quelque chose de plus aux spectateurs, et puis ça nous ramène à ce que c'est le sentiment d'écouter une histoire aussi. Et j'aime bien replacer le cinéma à l'endroit de l'histoire qu'on va vous raconter, de la même manière que l'histoire qu'on nous raconte avant de dormir quand on est petit. Donc moi je suis très attachée à la voix off. Ouais. Et d'autant que dans un scénario on écrit beaucoup, et il y a plein de choses qu'on ne voit pas finalement, et donc ça permet aussi de donner au public à voir ce qui a été écrit. Oui, complètement. Ça permet aussi de travailler le rapport au temps. La voix off là dans le film nous aide aussi sur les ellipses, à raconter ce qui se passe aussi au niveau de la temporalité, parce que c'est un film qui se déploie sur plusieurs années. C'est un outil de plus, et encore une fois c'est un outil effectivement littéraire, mais moi j'aime assumer l'idée du rapport au littéraire dans mes films. Ouais. Alors ce film il traite de plein de choses, j'ai envie de parler de tout, je sais pas si on aura le temps de parler de tout, mais pour moi ça traite de la place d'une femme, de la place d'une mère, de l'homophobie aussi, et même de la lourdeur administrative et du temps qui passe dans toute cette situation. Finalement, tout ce qui se passe, c'est à cause d'un homme qui n'accepte pas la décision et la situation avec son ex-femme. Et moi j'ai été marquée en tout cas par une réplique où justement Clémence dit avoir des relations, elle le dit justement en voix off, elle dit avoir des relations homosexuelles ne peut pas être considéré comme signe d'instabilité à notre époque. Est-ce que dans Love Me Tender il y avait aussi une envie de mettre le doigt sur les questions d'homophobie ? Oui, bien sûr. Le fait que cette histoire prenne réellement place après le mariage pour tous, c'est quand même quelque chose de lunaire. Enfin, c'est-à-dire que quand je lis le roman et que je lis cette traversée, cette épopée, parce qu'il s'agit d'une épopée intime à l'endroit du personnage, bien sûr qu'il y a quelque chose qui me révolte à cet endroit-là. Il est question de parler d'homophobie, mais je pense que même avant ça, en fait, il est question de parler de misogynie, parce que bien sûr que le levier c'est l'homophobie, et qu'on est au cœur d'un système et d'une certaine société qui est notre société française, mais je pense qu'avant tout, il est question d'un homme qui décide qu'il a le droit de vie ou de mort sur la relation, en tout cas, sur le lien entre une mère et son enfant, à partir du moment où il considère que cette personne lui échappe. Et donc moi ça m'intéresse, parce que c'est le levier de violence absolue utilisé dans toutes les histoires sinistres de rapports
même de rapports de féminicide, de rapports de... c'est un système, en fait, on est au cœur d'un système. Ce que traverse Clémence, c'est un dossier qui est monté sur rien du tout, où tout le monde est au courant qu'il est monté sur rien du tout, et où toutes les personnes autour de la table, les avocats, la juge, savent très bien qu'ils sont en train d'enterrer un lien maternel pour des raisons qui sont des raisons morales. Or, la moralité n'a pas sa place à avoir sur la table. En l'occurrence, là, il est question d'homophobie. Mais c'est, avant toute chose, c'est le prix à payer pour les femmes qui décident de vivre en marge de ce qui est le cadre qu'on nous donne. Clémence, ce qu'elle va traverser, c'est un reproche sociétal pour faire les choix qu'elle décide de faire. Autre reproche aussi sociétal, puisque pour moi ça parle aussi de la place de la femme, puisqu'à un moment elle rencontre un psychologue, un psychiatre même je crois, et qui lui dit que c'est une situation très banale, mais que habituellement c'est les hommes qui partent et pas les femmes, comme si c'était plus grave quand c'est une femme qui s'en va. Il y avait aussi cette question, moi en fait j'ai envie de savoir aussi quel était le curseur sur l'idée un peu de la place de la femme. Comment tu as voulu doser aussi cette question-là? Ça me passionnait et je pense que c'est... moi, ce qui m'intéresse globalement, c'est d'essayer de raconter des histoires qui sont nuancées. C'est aussi pour ça que là, le film, par exemple, est long. Il a une certaine durée, il est un peu plus long que 2 heures. C'était absolument impossible de le faire rentrer dans un format d'1h30, aussi pour ça, parce que je tenais à ce qu'elle puisse rencontrer des personnes qui en face d'elle lui parlent de toutes les nuances de rapport à la famille. En fait, on a un avis individuel chacun sur qu'est-ce que doit être la famille. Quand on se questionne, on se rend compte qu'on a tous des valeurs qui sont nos valeurs à nous. Mais ce qui est certain, c'est qu'on est nourri depuis toujours de films, de livres, où les personnages masculins ont une famille au début du récit. On nous les présente, on nous dit voilà, il a sa femme, 2 enfants, un jardin qui est bien tondu, etc. Et puis une fois qu'on a présenté ça, le personnage masculin part vivre une grande aventure, ça, une grande épopée, il va régler des bails, il va régler des trucs. Et puis plus personne ne se pose la question de qui s'occupe de la maison, des enfants, qui fait tout ça. Et puis à la fin, il revient en héros et tout le monde le salue de revenir et d'avoir en plus réglé des bails. Et ce qui fait qu'on grandit, et c'est pareil en littérature, c'est peut-être même pire en littérature, en tout cas dans la littérature classique. On est un art qui est quand même relativement nouveau, le cinéma. Mais finalement, des récits qui ont raconté des femmes qui faisaient d'autres choix, il n'y en a pas. Et on est un art particulièrement puissant. C'est-à-dire qu'on participe à raconter et à ancrer dans la tête des gens ce qui est acceptable ou ce qui ne l'est pas. Le cinéma a été utilisé maintes et maintes fois comme outil de propagande, parce qu'il est puissant. Moi, ça m'intéresse de dire, en fait, qu'est-ce que ça fait si un personnage, dans un film, décide de devenir écrivain et donc de perdre de l'argent, de coucher avec les personnes avec lesquelles elle a envie de coucher. Et ben, qu'est-ce que ça fait ? Qu'est-ce que ça fait ? Là, en l'occurrence, ça fait qu'elle n'a plus le droit d'être mère. Ce qui est quelque chose qu'on n'aurait plus jamais pu inventer pour un personnage de père. Et puis, il y a autre chose avec ça, c'est que ce qu'on vient lui reprocher, c'est de se marginaliser, c'est de ne plus jouer le jeu, de ne plus accepter ces codes-là. Et donc, elle est de fait coupable quoi qu'elle fasse. C'est-à-dire ce procès, il est perdu avant même qu'il démarre. Ça m'intéressait aussi. Et c'est un personnage de femme qui ne joue pas non plus les codes de la séduction au sens de l'amabilité. Même si moi, c'est un personnage que j'ai aimé infiniment dès la lecture du livre et que je continue d'aimer. Et par ailleurs, je suis ravie parce que les spectateurs qui voient le film continuent de me dire qu'en fait, ils l'aiment très fort. Mais par contre, elle n'en passe pas parce qu'ils sont les codes habituels pour les femmes au cinéma. C'est-à-dire, elle pleure pas toutes les 5 minutes quand il lui arrive des choses terribles, et pourtant il lui arrive des choses terribles. Elle va pas témoigner auprès des gens autour d'elle de ce qu'elle traverse. Elle accepte des épaules qui sont assez rares, mais elle a une forme elle est solitaire. Je l'ai filmée comme un cow-boy. J'avais envie de la filmer comme un cow-boy avec tout ce que ça impacte, tout ce que ça implique d'iconique aussi.
Mais donc je la sors aussi de ce rôle de cette femme qui forcément est bienveillante, forcément est dans le care, forcément est dans l'aide à l'autre, forcément. Enfin voilà, j'avais envie de raconter autre chose et le livre me permet ça au départ. Et ce qui a été drôle, c'est que dès les financements, je me suis aperçue que je devais rejouer éternellement le procès qu'on a fait à ce personnage dans le livre et en fait dans la vraie vie. C'est-à-dire qu'il fallait la défendre. Tout le monde s'inquiétait de savoir si elle allait être assez aimable. Et vraiment, cette question n'est jamais posée pour un personnage masculin. Enfin, c'est centré autour du personnage des femmes. Comme quoi, il fallait faire ce film. Carrément. Et c'est aussi le personnage d'une femme libre, en fait. Exactement. On dit que ce film, il traite de la place des femmes, de la liberté, mais ça traite aussi, bien sûr, de la question d'être mère. C'est le récit d'une mère qu'on entend aussi. À un moment du film, Clémence raconte la naissance de son fils, et elle dit quelque chose qui m'a vachement marquée. J'avais envie de savoir à quel point c'était adapté, est-ce que ça avait été réécrit ou pas. Elle dit « J'allais le faire à ma façon, sans le ridicule des femmes, sans l'obscène des mères. » à quel point ça a été adapté, ce moment-là, cette écriture? Non, ça toutes les voix off qu'on entend dans le livre sont extraites du livre et j'y touche pas par respect, mais aussi parce que je les aime telles qu'elles sont. Moi, c'est une phrase qui m'avait beaucoup bougé quand j'étais tombée dessus et que j'avais un bébé, parce que j'étais comme ça. J'avais l'impression de crouler sous les injonctions de comment il fallait faire les choses. Je sais pas s'il y a un autre domaine dans la vie où on a plus de manuels sur comment il faut faire les choses. Et vraiment, enfin, je me souviens, et depuis quelques temps maintenant, mes amis, parce que moi j'ai eu un enfant très tôt, enfin très tôt, et quand j'ai des amis qui ont des enfants maintenant, enfin les premiers trucs que je leur dis, c'est franchement, fais comme tu veux. Enfin vraiment, dans la limite de faut être un peu normalement constitué, enfin et sécure, mais ce que je veux dire, c'est je me souviens de listes de tout ce qu'il fallait faire, que ça aille de la température du biberon à la... Enfin, on sort de quelque chose de la logique, de juste être un peu logique, être un peu futute, enfin être un peu intelligent, et on bascule dans un truc de programme, de tout ce qu'on doit faire, et particulièrement les mamans, comment est-ce qu'on doit agir autour de cet enfant. Et je sais que quand j'avais lu cette phrase, ça m'avait donné de l'air, sur... Mais oui, mais c'est vrai que dans la vie, je fais globalement les choses assez librement. Et pourquoi ce rapport à la maternité est si conditionné à tout un tas de règles. Et donc j'avais envie de la laisser au film. Ouais. J'espère qu'elle aidera d'autres personnes. Mais ce film, bien sûr, c'est un film sur le fait d'être mère, mais c'est un film sur la question de la parentalité. C'est-à-dire que je m'aperçois que quand je monte le film, là on a fait beaucoup d'avant-premières, ça y est, j'ai beaucoup de pères qui viennent me voir. J'ai beaucoup de pères divorcés, j'ai beaucoup d'enfants de parents divorcés, enfin d'enfants qui sont devenus adultes, mais parce que ce n'est pas un film pour les enfants, mais de jeunes adultes qui viennent me voir pour me dire mais moi j'ai vécu le divorce de mes parents et j'ai été cet enfant, et qui sont très touchés de la représentation de cette place de l'enfant entre les deux aussi, et dans cette machine qui est le système judiciaire. Finalement, c'est un film à travers lequel on peut s'identifier à plusieurs endroits. Et ça, moi, je tenais à ça. Je tenais à en faire un film assez universel sur la question de la parentalité. Comment tu as reçu aussi cette invitation au Poitiers Film Festival, notamment avec ce cycle thématique Faire Famille, qui est beaucoup abordé dans le cinéma, avec, là en tout cas pour cette édition des corpus de films, où on voit la question de la beau-parentalité, de l'adoption, de l'homo-parentalité. Comment tu as reçu cette proposition de venir parler de ce cycle Faire Famille, justement? Moi, je suis très heureuse de ça, de faire partie de ce cycle-là. Je trouve que c'est un sujet, un thème hyper intéressant. Je suis contente d'ailleurs qu'on parle de faire famille et pas plutôt de l'homoparentalité comme un sujet en soi. C'est-à-dire que je pense que la parentalité, quelle qu'elle soit, elle vient tous et toutes nous confronter à des endroits différents, que c'est un chamboulement immense, c'est un des plus grands chamboulements de la vie peut-être quand on la traverse. Et je pense qu'on cherche tous des réponses, des histoires auxquelles nous connecter. Donc j'étais très heureuse de faire partie de ce cycle-là, et je trouve que c'est un thème super riche, Enfin, il y a ça aussi. Ce qui est marrant avec je me suis souvent dit ça à partir du moment où j'ai eu un enfant, c'est que tout un tas de films qui font partie comme ça de mon petit panthéon perso. Il y a tout un tas de films que j'ai revus et où j'ai changé de place, où jusque-là je m'identifiais à l'enfant, à l'ado, au jeune adulte, et où
d'un coup, devenir parent me permettait aussi de comprendre un autre personnage, et je trouvais ça très joyeux. Et je pense que j'ai fait ce film avec dans cet état de transition où je comprends encore, je crois, les très jeunes personnages. Et moi, j'ai beaucoup travaillé sur l'adolescence, et je retravaillerai sur l'adolescence. Mais disons que voilà, j'ai eu l'impression que ça me donnait comme une possibilité d'écrire encore un autre personnage, qui est le personnage du parent, et là, en l'occurrence, de la mère. Et voilà, c'est comme une petite corde ajoutée à mon arc. Ça soulève aussi cette question des personnages, parce que pour moi c'est ça aussi, c'est qu'on parle évidemment de Clémence, c'est le personnage principal, donc c'est elle qu'on suit, mais en même temps je trouve qu'il y a aussi cet enfant qui a sa place. Mais si on parle d'abord du jeu de l'actrice, de Vicky, est-ce que tu peux nous raconter comment tu as justement fait la direction de cette comédienne? Déjà, c'est une immense comédienne, ça c'est indiscutable. Ce qu'on a essayé de faire, et ce à quoi j'ai veillé, moi, c'est à essayer de travailler vraiment en nuances. J'ai essayé sur chaque séquence, chaque prise, de venir chercher des nuances extrêmement subtiles de dosage en fait de ces émotions. Je savais qu'au long cours sur le film, je voulais comme ça une palette très riche à l'endroit de ceux qui la traversent, puisque c'est un personnage qui formule peu. Il y a des moments forts émotionnellement dans le film qui viennent exploser, mais je savais aussi que le reste du temps, on allait beaucoup travailler en retenue, qu'on allait chercher à voir ce qui se passe sur son visage. Elle a une capacité particulière à transmettre des émotions, même presque au niveau de sa peau. Il y a quelque chose, je ne sais pas comment... J'ai beaucoup observé sa peau. Et donc on a essayé de travailler comme ça sur les nuances, en tout cas de la palette de ce qu'elle allait traverser. Ce qui faisait que sur les prises, d'abord on se lançait sur une prise, je la laissais proposer quelque chose, et puis on partait de là. Soit c'était très proche déjà de ce que je cherchais, on venait comme ça ajuster, soit c'était à côté, et on venait discuter du fait que moi j'avais l'impression qu'on était sur quelque chose d'autre et qu'il fallait venir tirer vers cet endroit-là. Mais ce qui fait qu'au montage, on a eu un montage très très riche, parce qu'on avait vraiment pour chaque séquence des nuances différentes, ce qui nous permettait d'ajuster après, qui nous a permis d'ajuster au montage avec Joris Laquitan, qui est le monteur de tous mes films depuis l'école, et de venir comme ça, ajuster, préciser ce qu'on allait chercher séquence après séquence. Mais c'était vraiment de la dentelle, parce que ce personnage est particulièrement subtil, quoi. Enfin, particulièrement, ça se joue sur des toutes petites choses qu'elle traverse. Oui, elle est à la fois violente un petit peu, et c'est un personnage difficile, et en même temps il y a une douceur quand même incroyable dans ce personnage. Donc je trouve que il y a cette dualité un petit peu. Mais Vicky, je savais, quand on a fini par penser à elle avec Lunat Peretti, ça a été un processus assez long de casting. On était en recherche, et quand on a pensé à elle, moi j'étais convaincue que elle avait ce truc qui permet d'être à la fois extrêmement forte et extrêmement fragile. C'est-à-dire qu'elle a vraiment cette dualité en elle qui était... c'était merveilleux à travailler sur le film. Et parlons justement de ce fils. À la fois, c'est assez subtil parce qu'on ne le voit pas, c'est vraiment pas le personnage principal du film. Et en même temps, on le voit tirailler entre une mère qui lui semble absente parce que, de fait, elle ne peut pas être là, et un père qui manipule. Et en fait, finalement, cet enfant, on le voit souffrir. Comment tu as travaillé ce personnage ? Là, j'ai eu de la chance là aussi, parce que en fait Vigo, qui joue donc Paul, est un acteur né. C'est un adolescent, parce que maintenant c'est un adolescent qui a une grande capacité de jeu, qui a une grande intelligence de jeu, qui a une grande concentration. Ça, c'est pas rien à trouver chez un enfant, parce que le plateau, on se raconte tout un tas de trucs sur les plateaux, mais quand on est réellement sur un plateau, il y a beaucoup de temps d'attente. Et c'est un enjeu, c'est une difficulté pour les enfants souvent. On a travaillé avec Violette Giton, qui est la coach enfant qui était sur mon plateau, et qui est réalisatrice par ailleurs, qui est une réalisatrice géniale, et qui était tout le temps au contact de Vigo, aussi parce que moi je trouve, et on commence à enfin le
dire qu'un plateau n'est pas un endroit pour laisser errer un enfant seul, puisqu'on n'est que des adultes et que ça n'a pas de sens. Et donc Violette était au contact de Vigo tout le temps, et puis elle a tout un tas d'outils pour aider les metteurs en scène à travailler avec les enfants, aider à passer par vraiment du jeu, en fait, au sens premier, quoi, pour atteindre le jeu de cinéma pour traduire des émotions, ce qui fait qu'on ne fait jamais appel aux émotions réelles de l'enfant. Et ça, c'était important pour moi, c'est capital pour Violette aussi. Donc avec Vigo, on a vraiment composé... mais il a une intelligence de départ qui fait que c'est franchement simple de travailler avec lui. Enfin, c'est un grand acteur. Et oui, carrément, ça se sent vraiment. Je trouve que ce film, il traite aussi de la lourdeur administrative, comme je disais tout à l'heure, et parfois aussi des défaillances de la justice ou parfois des policiers. Comment tu as voulu insérer cette lourdeur administrative il y a encore la notion de temps, c'est-à-dire que plus on attend et moins de temps elle passe avec son fils. Moi, il y a un moment qui m'a vachement marqué, c'est quand elle dit elle doit attendre 2 ans son audience, et elle dit 2 ans c'est 1000 ans, 2 ans c'est jamais. Je trouve ça tellement beau. Et est-ce que tu peux nous parler justement de ce temps d'attente qui est aussi assez qui prend de la place dans le film quand même? Ouais, ça c'est un truc, c'est quelque chose dont moi j'ai pris conscience avec la place de mon enfant aussi. C'est que l'enfance, moi j'ai un souvenir de mon enfance où je trouvais tout atrocement long. Enfin vraiment, j'ai l'impression que ça finirait jamais. Et j'étais très contente d'en sortir. Je fais partie de ces enfants qui voulaient être adultes et de ces ados qui voulaient être adultes surtout. Enfin vraiment l'adolescence. Mais en fait, une fois qu'on bascule de l'autre côté, on s'aperçoit que ces années-là, elles reviennent plus jamais. Et que donc, des années qu'on perd au contact de notre enfant, c'est des années qu'on perd pour toujours. Et moi, cette idée, rien que de la penser, rien que de la dire, elle m'émeut. Enfin, c'est-à-dire, dire à un parent, tu vas revoir ton enfant dans 2 mois, dans 3 mois, ça veut dire que quand tu le retrouves, il a changé. Et qu'il a changé pour toujours. Ça, c'est vertigineux. Et c'est au centre du livre. Parce qu'en fait, ce livre raconte ça et ce film raconte ça. Qu'est-ce que c'est le rapport entre le temps de l'enfance et le temps de la justice. Et c'est ce que je voulais raconter, c'est ce que je voulais que le spectateur éprouve, sans en dévoiler plus que ça sur le film. Je travaille à faire éprouver cette absence au spectateur. Je travaille à faire en sorte qu'on sorte de ce film en ayant senti ce temps qui passe, ces années qui passent. Ça, c'était vraiment très important pour moi. Et cet enfant, il grandit au cœur du film, et on s'aperçoit avec lui des choses qu'on ne pourra jamais rattraper, retrouver. Et la tragédie, elle est là. Oui, et notamment une scène où un policier lui dit le temps, ça ne se rattrape pas, et ça, là-haut, ils ne le comprennent pas. Non. Le temps, ça ne se rattrape pas. Et 2 ans de la vie d'un adulte, c'est pas 2 ans de la vie d'un enfant. Oui, il y a quelque chose, moi, qui m'a marquée, et je trouve que c'est assez fort, c'est cette présence du vélo, la mobilité à vélo, toutes ces balades qu'elle fait. Je trouve qu'il y a quelque chose d'assez important là-dedans. Pour moi, le vélo, c'est la liberté. Est-ce que, parce que tu aurais pu l'imaginer marcher, pourquoi tu l'as mis sur un vélo ? Alors, elle le fait aussi. Globalement, c'est un personnage qui est en mouvement. C'est un film qui s'ouvre sur le mouvement et qui se ferme sur du mouvement aussi. Ça me plaisait de raconter que cette femme, quoi qu'elle traverse, elle le traverse et qu'elle avance, et qu'elle est toujours en mouvement. Pour ce qui est du vélo, moi c'est mon mode de transport de prédilection, et le vélo, c'est l'enfance, c'est l'adolescence aussi. C'est la liberté, clairement. Pour moi, je viens du sud-ouest, je viens d'un lieu très rural. On fait du vélo avant de faire quoi que ce soit d'autre, parce que de toute façon, on n'a pas le choix. Et donc, c'était important pour moi de garder ça, de lui donner cette possibilité de déplacement-là. Il y a aussi que je trouve ça très beau, les échappées en vélo dans la ville, dans la campagne, j'avais envie de ça. Il y a tout un pan du film qui se déroule ailleurs, qui se déroule dans les Landes, et où là aussi le vélo vient prendre une importance. On a notamment travaillé à avoir un vélo... on a travaillé autour de l'enfant sur quelle était la taille de son vélo, qu'est-ce que ça voulait dire de ce vélo qui traîne, qu'est-ce que c'est les grandes maisons des grands-parents où il y a plein de vélos mais qui sont jamais à la bonne taille. Qui marchent jamais. Qui marchent jamais trop. Donc soit t'as pas les freins mais t'as un vélo de la bonne taille, soit t'as un vélo beaucoup trop grand mais qui freine. Et donc ça c'était c'est des souvenirs qui sont très liés moi à mon enfance aussi. Et la présence de l'eau, parce qu'elle nage beaucoup, ça pourquoi ?
Alors, c'est un personnage qui nage dès le roman. Ça m'arrangeait bien parce que moi, j'ai un rapport à l'eau dans tous mes films c'est vraiment au centre. Je m'en rends compte là, en fait, parce que, ces derniers temps, parce que tout le monde m'en parle et que je me dis, mais oui, mais c'est vrai qu'en fait, dans tous mes films, à un moment, je mets mes personnages dans l'eau. L'eau a une importance pour moi dans la vie. C'est un élément que j'aime filmer, que j'aime regarder, que j'aime toucher. Et c'est vrai que j'ai une tendance comme ça à tirer mes personnages en général vers l'océan, mais ça peut aussi être des lacs et ça peut aussi être des piscines. Visiblement, même si franchement le tournage en piscine, je recommande pas, c'est très pénible au niveau du son et au niveau de la moiteur. On était vraiment des journées entières on était tous tout moites, vraiment on s'est tous dit avec l'équipe, je pense qu'on a fait assez de piscine là pour quelques temps. Terminé. Voilà, moi je me souhaite de pas réécrire trop vite de piscine. Ouais. Dans des lacs à la limite, mais les lacs c'est mieux. Vraiment les lacs c'est plus sympa. Ouais. On va terminer avec une dernière question, même si on aurait pu en parler encore des heures. Qu'est-ce que tu souhaites à la toi dans 5 ans ? Ah, c'est fou ça comme question. De continuer à faire des films, d'avoir les moyens de les faire, de voir émerger d'autres réalisateurs et surtout d'autres réalisatrices qui pourraient travailler avec des moyens corrects. Cette année, on est 24% de femmes à avoir fait des films, c'est un énorme recul. C'est-à-dire, c'est même pas qu'on prétend à une parité, c'est qu'on n'a même pas le quart de l'espace pour raconter nos histoires. Et ça se traduit aussi par le fait que même quand on fait des films, on les fait avec moins d'argent. Moi, je me souhaite que dans 5 ans, ça ait évolué ça pour moi, mais pour tout le monde et pour toutes les réalisatrices merveilleuses qui arrivent de la génération d'en dessous. Ouais. Et j'en profite pour dire qu'on a fait un podcast sur les femmes réalisatrices, notamment dans le cinéma de genre, où on parle budget réduit, on parle aussi chiffres. Et je pense que c'est important de dire que vous pouvez aller l'écouter. Oui, c'est intéressant de l'écouter, je pense. Et moi, je vais le faire. Bah voilà, nickel. Et puis, on invite surtout tous les auditeurs, auditrices, tous les abonnés à aller voir le film qui sort donc le 10 décembre. Ouais, le 10 décembre en salle, partout en France. Allez en salle voir les films. C'est le plus important. Ouais. Carrément. Merci beaucoup, Anna. Merci beaucoup. Merci.